Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Business. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un domaine assez particulier. Nous nous intéressons au domaine du jeu vidéo. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau et en multiplex Monsieur Kwindia Michel, président directeur général de Nukema Interactive, lui qui a choisi de promouvoir la culture africaine à travers les jeux vidéo. Monsieur Kwindia, bonsoir. Bonsoir Jean-Hugues, bonsoir à tous nos auditeurs. C'est un honneur et un plaisir d'être face à vous aujourd'hui pour partager mon expérience ou mon parcours dans ce projet qui se veut ambitieux et dont le challenge est de promouvoir au maximum les cultures et les richesses de l'Afrique au travers du média qui est les jeux vidéo. Merci. Plaisir est également partagé. Au passage, nous vous remercions de passer sur ce plateau et naturellement, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Certainement, les téléspectateurs à la maison, lorsqu'ils nous regardent, ils se demandent « Mais qui est Michel Kwindia? Qu'est-ce qu'il fait? D'où est-ce qu'il vient ?» Pouvez-vous, en quelques mots, nous parler de vous? Alors, je ne me présente plus, vous l'avez déjà fait, je suis Michel Kwindia. Jeune Camerounais, originaire de la ville de Douala et passionné depuis la tendre enfance par tout ce qui était bande dessinée, film d'animation et électronique. Donc, durant mon parcours, j'ai été, durant le parcours scolaire, passionné par tout ce qui était technologie, électronique. Et avec mon background en art, en dessin et tout, mon rêve avait toujours été de faire un métier qui pourrait allier l'art et la technologie. Donc, après mes études au secondaire, j'ai opté pour un cursus universitaire en informatique et au sortir, je me suis directement orienté vers les métiers artistiques. Pendant pratiquement une dizaine d'années, avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, je travaillais dans plusieurs structures de communication à Douala principalement et également à Yaoundé, dans lesquelles j'exerçais en tant que designer d'interface, en tant que développeur d'applications. Et avec le temps, je me sentais de plus en plus moins à ma place dans ce domaine-là, puisque mon kiff, ma passion, franchement, c'était de créer des histoires, de puiser dans nos imaginaires africains, dans nos racines, nos légendes, et essayer d'adapter ça vers d'autres supports tels que les animations, tels que les jeux vidéo. Et cela a été franchement un parcours d'un combattant. À nos jours, je suis pratiquement à 15 années cumulé d'expérience pour en arriver où je suis en ce moment. 15 années cumulées d'expérience, Michel Kwindia. Vous avez un peu embrayé sur la prochaine question. J'ai quand même envie de la reposer. À vous entendre, on a l'impression que vous avez toujours été dans le domaine du jeu vidéo. À quel moment est-ce que le déclic s'est produit? À quel moment vous avez vraiment ressenti ce désir-là de concevoir des jeux vidéo? Ok, bon, je reviens un peu sur ce que j'ai dit précédemment. Après mon cursus universitaire, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine dans les agences de communication en tant que développeur de site web, créateur d'interfaces, applications web, création aussi même d'applications web. Là, je ne faisais pas encore de jeux vidéo, j'étais observateur parce que, étant passionné de l'enfance, j'étais observateur, consommateur et je ressentais le fait que dans tout ce que nous sommes en train de jouer, que ce soit les Street Fighter, que ce soit les FIFA, les jeux d'aventure que l'on jouait, j'essayais en tant qu'enfant qui veut scier dans ce qu'il est en train de toucher. Je ressentais le manque, je ressentais dans l'absus, dans lac de notre, carrément je me sentais exclu de tout ça. Et avec le temps venant et l'esprit de travailleur, d'entrepreneur grandissant, je me suis progressivement concentré sur une filière
qui allait être mon domaine, mon point principal sur lequel j'allais m'exercer pour développer en tant qu'entrepreneur. Donc c'est comme ça que en 2010, une série d'événements qui étaient lancés au niveau de l'Afrique francophone et anglophone également. Et il y a plusieurs jeunes entrepreneurs du continent tels que Véron Manco, qui à l'époque était en train d'exceller avec une tablette typiquement made in Africa qu'il produisait au Congo, et certaines autres expériences comme ça. Donc quand j'ai vu des jeunes qui étaient, pour certains plus jeunes que moi, qui osaient donc sortir des idées qu'ils avaient de leur tête et qui Success jusqu'à commencer à partir un peu partout en Afrique pour montrer leur travail, je me suis dit, sérieux, c'est plus une affaire où il faudrait que j'attende 10 ans, 20 ans, il faudrait que je commence à me lancer. Donc dès 2010, j'ai commencé à sérieusement m'activer pour lancer une entreprise. Donc avec mes économies et les soutiens des proches, des parents. Donc j'ai décidé tout d'abord de vraiment me spécialiser au maximum, puisque l'ambition que j'avais, c'était pas seulement de faire pour faire, mais faire pour avoir un impact sur le long terme et créer du travail, créer de l'emploi. Donc j'ai eu la chance de voyager pour aller me spécialiser, et au retour, j'ai lancé en 2016 la toute première structure qui est Nokima Interactif, et avec un jeu qui fait dans les jeux vidéo Cameroun, Nokima Game Studio. Donc voilà le parcours, et à partir du moment précis où j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse dans les jeux vidéo. Donc en 2010, vous ressentez donc cette envie de vous lancer et de pouvoir créer justement de l'emploi. Et aujourd'hui, vous êtes président-directeur général de Nokima Interactive Inc. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la vision de cette entreprise? Alors, la vision, c'est que d'ici les 10 prochaines années, nous soyons représentés au cœur de l'Afrique et aussi au niveau international comme un des leaders qui a un large catalogue varié, divers, de contenus vidéoludiques qui valorise les cultures de plusieurs parties, pays de l'Afrique, et également beaucoup plus de générer du revenu, parce que l'industrie des jeux vidéo de nos jours, dans le domaine de ce qu'on appelle les industries du divertissement, la musique, le cinéma et les jeux vidéo occupent la première place en matière d'activité la plus rentable. Et pour produire des jeux vidéo, on n'a pas forcément besoin de très gros équipements comme il le faudrait par exemple pour produire des grands films, des grands blockbusters filmés. Et on a besoin beaucoup plus de l'imagination, de réunir des talents qui veulent créer, et un peu de matériel pour pouvoir programmer, puisque les jeux vidéo, c'est pour dessiner et aussi acheter de la musique. C'est un peu ça notre vision, être le leader au niveau de l'Afrique et aussi du monde en matière de promotion, de création de contenu valorisant de l'Afrique. Ok, être le leader, et justement dans ce sens, nous avons entendu dire que Nokima Interactive Inc. ne fait pas chemin cavalier seul. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont greffées à cette entreprise, à cette super entreprise, on va dire ça comme ça? Oui. Aussitôt que on a lancé Nokima Interactive, la mission depuis il y a 10 ans était d'aller au-delà des frontières du Cameroun, au-delà des frontières de l'Afrique et tout au confins du monde. Oui. Donc on a immédiatement créé une branche de jeux vidéo au Cameroun. Puis en même temps aussi, ayant côtoyé un peu le monde des affaires,
pour travailler sur des gros projets, il faut de l'investissement. Et quand on parle d'investissement, et franchement, d'investissement sérieux, il faut faire appel à des investisseurs, faire appel à des actionnaires et associés pour évoluer avec le temps. Donc, l'idée immédiate, c'était de mettre une structure sur pied au Cameroun avec des actionnaires qui ont été conviés, qui ont pris part au démarrage de cette entité. Et cette entité, de nos jours, est en train de travailler sur deux licences. La première, qui a été publiée le 20 novembre du mois dernier, et une deuxième qui va être annoncée au cours de 2023. Donc, en plus de cette structure, nous avait également la de s'exporter. Donc, en 2022, je me suis déplacé pour aller implanter la structure qui est la toute première structure de Nokema au niveau de la Finlande. Donc, elle s'appelle Joint Play Games. C'est une toute autre structure à part entière qui appartient à Nokema, mais qui a carrément un board constitué d'actionnaires, constitué d'associés qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément rattachés à l'autre structure. Donc, toute la politique de gestion et tout est décentralisée et avec au centre la même ambition, promouvoir les jeux vidéo, valorisant les cultures africaines et maintenant en exploitant les opportunités disponibles dans l'écosystème européen, l'écosystème international, puisqu'actuellement on a accès à un plus grand nombre de partenaires de tout domaine, que ce soit des partenaires en matière d'équipement, que ce soit des partenaires en matière de logiciels, des partenaires en matière de marketing et tout. Donc on a tout un large champ de partenariats que l'on exploite, l'on est en train d'exploiter pour cette autre structure. Donc pour le moment, voilà les deux qui ont été officiellement déjà lancés, greffés à Nokema Interactive. Et à l'avenir, il y aura d'autres qui seront déclarés au fur et à mesure, quoi. D'accord. Nokema Iterative Inc. avec Joint Play, Nokema Game Studio. Parlons justement de Nokema Game Studios. Vous avez fondé celle-là en 2017, il faut le préciser. Et vous avez mis à travers cette structure-là sur le marché le jeu vidéo Afro Warriors Battle for Power. On parle là de novembre 2022. Parlez-nous de ce jeu. Ok. J'ai grandi en tant que consommateur de bandes dessinées, de films d'animation et aussi beaucoup de jeux vidéo. Et parmi les jeux vidéo, les genres de jeux vidéo que j'exerce beaucoup, il y a les jeux de combat. Donc, les jeux de combat, quand on parle de jeux de combat, ça revient dans la tête de tout le monde. On parle de Street Fighter, King of Fighter, Mortal Kombat. Et le Street Fighter reste vraiment une référence. L'idée, quand donc j'ai commencé à vouloir créer le tout premier jeu du studio, c'était d'aller sur l'inspiration de ce que Street Fighter a commencé. Mais maintenant, d'apporter tout un paquet d'originalité, tant au niveau de l'écriture scénaristique, tant au niveau de la représentativité, c'est-à-dire des personnages issus des cultures noires, et maintenant pris pour thème central pour cette première édition de Afro Warrior, les divinités et les légendes d'Afrique. Donc, on est allé un peu dans plusieurs pays du continent. On est allé au Nigeria. On a pris pas mal d'inspiration pour créer des personnages issus de la mythologie Yoruba. On est allé au Ghana pour créer des personnages issus de la mythologie Anansi. On est allé en Égypte. On est allé en Afrique du Sud, au Cameroun. On est allé chez les Sawa, chez les Douala, chez les Sawa, chez les Bakweri, chez les Béti, et également au nord du Cameroun et à l'ouest du Cameroun. Donc, pour constituer un panel de personnages qui constituent les joueurs de notre jeu Afro Warrior. Et Afro Warrior, c'est un jeu de combat, c'est-à-dire au one versus play, one versus one, c'est-à-dire au tour par tour. Donc, deux personnages sont dans une arène et ils doivent s'affronter jusqu'à ce que un d'eux gagne le combat. Et maintenant, l'idée également derrière ça, c'est quoi?
on a en train de constater depuis pratiquement 5 ans que l'industrie des jeux vidéo est en train de devenir une industrie qui crée des compétitions, qui crée des tournois. Et dans le marché actuellement, quand on fait une analyse globale, on se rend compte que jusqu'ici, l'Afrique est en train de commencer à prendre part à cette compétition-là, mais tout simplement en participant aux défis qui sont organisés par des organisateurs de tournois, ou bien aussi même pour certains qui ont des moyens, ils se forment en organisateurs de tournois pour réunir des joueurs qui viennent compétir et en travaillant maintenant collaborativement avec des sponsors, en travaillant avec des annonceurs qui viennent pour créer tout un marché autour des divers événements. Cependant, maintenant, tous ces jeux qui sont utilisés pour les compétitions sont des jeux qui sont actuellement exclusivement produits par les États-Unis, l'Asie et l'Europe. Nous, on est en train de vouloir apporter la touche aussi de l'Afrique. On voudrait que quand il y ait des compétitions, il y ait des jeux qui sont faits avec des standards internationaux qui permettent aussi aux personnes africaines, aux personnes qui permettent au monde entier de pouvoir aussi ressentir l'impact de l'Afrique dans ce marché. Donc, on a commencé le projet en 2017 et en 2020, on a sorti la première édition qui est exclusivement centrée sur les téléphones mobiles. Et les années qui suivent, on va s'orienter vers les consoles hardcore comme les PlayStation et également les PC. Battle for Power a déjà, il faut le dire également, reçu plusieurs reconnaissances à ce jour. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Alors, comme j'ai dit, c'est un long projet qui a commencé depuis 2017. Et aussitôt qu'on a démarré Afro Warrior, il y a MTN, notre opérateur téléphonique au Cameroun, qui a ressenti le potentiel et qui est sérieusement venu avec un grand soutien financier pour qu'on puisse matérialiser le projet. Quoique, à un moment, lors de la période de Covid 2019, les choses dont le partenariat avec MTN est vraiment allé crescendo, mais le soutien qu'il nous a apporté, c'est un soutien que nous prenons vraiment en considération et nous ne cesserons jamais de les remercier de nous avoir apporté ce soutien-là. Également, au niveau de la communauté des joueurs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, on a eu pas mal de soutien derrière le projet, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginaient pas qu'un studio qui est démarré à partir de rien puisse en un temps record produire un jeu, bien que actuellement en tant que créateur du jeu, je trouve que le jeu est livré visuellement et en termes de gameplay à 40%. Il y a vraiment beaucoup qui ont loué l'initiative et qui nous ont accordé pas mal de recommandations d'awards, si on peut dire quoi. Donc, on peut citer par exemple en 2020, le jeu a été sélectionné pour 2 grandes compétitions, pour 2 grands événements dont j'oublie le nom. Il y a cet événement qui a lieu chaque année en Afrique du Sud, on appelle ça le Fakoudjessi Festival. Et la même année, on a aussi été sélectionné, on a eu une belle distinction pour un projet qu'on appelle Springbok. Springbok, c'est toujours en Afrique du Sud. Et également en Afrique du Sud, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui se tiennent en Afrique du Sud concernant les jeux vidéo. Moi, en tant que créateur du jeu, j'ai été désigné People of Play, donc c'est-à-dire l'un des créateurs de jeux vidéo qui ont marqué, qui ont impacté l'année avec les travaux sur lesquels ils ont dû travailler. D'accord. Alors, un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui suscite autant d'intérêt, qui suscite autant d'engouement auprès justement des partenaires et des sponsors. J'ai envie de vous poser la question, de vous demander quelles sont les caractéristiques particulières d'Afro Warriors Battle for Power. Qu'est-ce qui fait qu'il se démarque des autres jeux, naturellement, au-delà de cet aspect promotionnel de la culture africaine, notamment avec les personnages et les déguisements? Ok. Ça, c'est
en quelque sorte, l'aboutissement que nous sommes en train de vouloir atteindre. Donc, sortir un jeu Afro Warrior qui est carrément un système de gameplay innovant et une touche purement particulière que l'on ne retrouve pas depuis ma abord dans les premiers jeux. Mais dans un premier temps, nous avons voulu d'abord faire déjà quelque chose qui soit palpable, qui soit quitte à ce que il soit un peu similaire à ce qui existe. Vous savez, on est ici d'un continent où c'est franchement complexe de se lancer dans un tel projet et de tout embrasser en même temps. Embrasser d'abord le fait de démarrer et trouver les financements pour produire les jeux et également même apporter également tout un paquet d'innovation. Parce que en ce qui concerne la recherche d'innovation, c'est tout un autre challenge. Donc, on a apporté l'originalité que nous avons apporté, c'est notre histoire, c'est les personnages originaux qui appartiennent carrément au jargon africain. Et maintenant, les IP qui sont derrière ces personnages sont enregistrés et appartiennent à notre studio, au Kema. Maintenant, en travaillant, en sortant déjà cette première version, nous sommes réunis, puisque aussi l'un des aspects qui fait le succès des industries des jeux, c'est de collaborer avec d'autres acteurs de l'écosystème. Donc, il y a pas mal de gars qui sont de très bons joueurs des jeux qui existent comme les Street Fighter, qui ont fait des retours qui sont superbes, des idées très originales qui pourront amener des touches de particularité dans notre prochaine édition, qui aussi des combattants même, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent des disciplines d'art martial euh, qui sont vraiment prêtes à venir pour qu'on design des techniques, pour qu'on design des attaques qui sont vraiment propres au jeu. Donc, c'est ce qui est prévu la prochaine version de la Warrior, qui est tout simplement pour le moment appelée à le code Afro Warrior 2. Donc, c'est un peu ça notre point de départ et notre objectif pour la suite du projet Afro Warrior. D'accord. Alors, nous allons peut-être maintenant, Monsieur Kundia, avec vous parler des difficultés que vous rencontrez. Aujourd'hui, vous êtes président directeur général d'une entreprise qui se spécialise dans le domaine du jeu vidéo. Et on le sait, en Afrique, ce n'est pas un domaine qui est toujours bien perçu par l'opinion de manière générale. Quelles sont les difficultés que vous, en tant qu'entrepreneur justement dans ce domaine, vous rencontrez? Ok, au niveau des difficultés, au niveau particulièrement sur notre continent, il y a pas mal de problèmes, des problèmes liés au manque. Tout d'abord, l'un des premiers problèmes auxquels il fallait trouver des réponses immédiates, c'était les main-d'œuvre qualifiées qui pouvaient suivre dans ce projet. Donc, ça a été un gros parcours, mais avec le temps, j'ai commencé à constituer l'équipe jusqu'à ce qu'on commence à faire ce qu'on appelle le POC du game, c'est-à-dire la démo. Bon, en plus de ça, les problèmes au niveau du Cameroun, les problèmes d'ordre énergétique qui, sérieusement, en plus de 6 ans d'activité, on n'a pas eu d'amélioration franchement notable qu'on peut applaudir. À côté de ça, ces problèmes d'énergie qui viennent créer des problèmes pour ceux-mêmes qui essayent de financer le matériel, qui viennent bousiller régulièrement le matériel. À côté de ça aussi, un problème qui n'est pas négligeable, mais sur lequel on ne doit pas fixer tout et vouloir bloquer le problème d'accès aux investissements. Donc, au pays, c'est carrément un très, très, très gros combat. À côté de ça aussi, il y a un problème qu'avec la communauté, on est en train d'essayer de résoudre, c'est le problème d'éducation. Puisque beaucoup de gens, de nos jours, quand ils voient quelqu'un en train vidéo, quand ils voient quelqu'un en train de se lancer dans les jeux vidéo, ben, ils disent, ben, vous êtes en train de faire tous les enfants.
les jeux vidéo rapportent nos jours plus que le cinéma, devant lequel vous êtes tous les jours en train de vous égayer, rapporte également plus que les musiques que vous avez à longueur de journée dans les oreilles. Je ne suis pas en train de dire que le cinéma et la musique, il faut balancer ça, mais de considérer un peu le truc et de regarder ça sous un autre aspect. Donc voilà quelques difficultés que je peux noter. D'accord. Au vu des difficultés, on se rend compte avec nos téléspectateurs, Michel, que le chemin, il est encore long pour que justement ce domaine-là de l'entrepreneuriat trouve ses marques en Afrique. Mais toutefois, ça avance petit à petit. On a quand même espoir. Ah oui, je pourrais plutôt dire que durant les 5 dernières années, il y a eu un très grand regain d'intérêt de la part des développeurs, des acteurs au niveau international pour l'Afrique. Pas forcément pour les créateurs qui sont au niveau de l'Afrique, mais pour le potentiel que l'Afrique représente en matière d'avenir des jeux vidéo. Et vous allez voir au cours des 5 prochaines années, en Afrique, il y aura plus de 100 studios de jeux vidéo. Et parmi ces 100 studios de jeux vidéo, il y aura au moins 40% qui seront des franchises, qui seront des succursales, des très grosses boîtes qui sont basées en Europe. Donc, ils savent quel est le potentiel que l'Afrique, que l'histoire, que les cultures de l'Afrique représentent pour enrichir leur catalogue. Il y a, donc je profite de cela pour dire qu'il y a du potentiel. Il ne faut pas seulement dire qu'il y a des difficultés et qu'on a du long chemin. On a du long chemin, mais sérieux, il ne faut pas qu'on relâche prise. D'accord. Alors, l'avenir est prometteur et justement, Monsieur Kwinja Michel, nous allons sortir de cette émission, mais juste avant de sortir, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui souhaiteraient s'investir dans les jeux vidéo comme vous, qui voudraient suivre votre exemple? Très rapidement peut-être. Ok, comme conseil, je dirais de s'armer vraiment de patience, d'être discipliné. Parce que pour réussir dans le milieu, que ce soit la création ou bien même l'assistance à un projet de jeu vidéo, il faut être discipliné pour saisir sa place. La création d'un jeu vidéo se fait par le biais d'une équipe complémentaire diversifiée. D'un côté, on a les artistes, d'un côté, on a les programmeurs, de l'autre côté, on a des musiciens, je peux te dire artistes, on a des gens qui font du marketing, on a des juristes, puisque aussi les jeux vidéo font beaucoup intervenir les experts du domaine juridique. Donc, on a des vendeurs. Bref, pour pouvoir se lancer, il faut prendre ça vraiment au sérieux, essayer de circonscrire la discipline dans laquelle on est en train de vouloir se spécialiser pour les jeux vidéo en entrant dans les pratiques qui se font concisement dans le domaine des jeux vidéo. Le marketing que l'on fait pour les jeux vidéo n'est pas forcément le même que l'on fait pour vendre, je sais pas, un produit lambda. Donc, il y a des termes, il y a des outils spécifiques qu'il faudrait apprendre, qu'il faudrait prendre en main. Et c'est pareil pour tous les autres corps de métier. Donc, il y a la discipline. Et pour ceux qui veulent se lancer en tant que créateur de structure, en tant que créateur de jeux vidéo, c'est vraiment de s'armer de beaucoup de patience, de résilience. Parce que pour financer le jeu, il faut de l'argent. Et pour pouvoir débloquer de l'argent auprès des investisseurs, n'importe quel investisseur, que ce soit les business angels, les VC, que ce soit les fonds de subvention, il faut leur montrer un petit exemple qui soit bluffant de ce que vous êtes en train de vouloir faire. Parce que si vous allez avec juste votre business plan, ils vont lire, ça sera beau, mais moins de 10% vont se prononcer juste avec un business plan. Donc, il faudra s'armer de résilience, commencer par quelque chose. On produit déjà ce qu'on appelle la démo ou bien un prototype avant d'aller. Et aussi, maintenant, j'inviterai même les investisseurs au niveau de l'Afrique à davantage essayer de prendre au sérieux cette activité. Là, c'est une activité qui ne donne pas de l'argent du jour au lendemain, mais dès que des investisseurs projets qui
devient un succès, après peut-être 5 ans de placement, vous pouvez récupérer l'investissement que vous avez injecté plus de 100 fois pour certains studios. Et on a tellement de cas d'études là-dessus sur le marché. Merci. Merci à vous, Monsieur Kindia Michel, d'avoir honoré l'invitation de l'équipe de Focus Business et surtout nous vous souhaitons le meilleur dans votre parcours d'entrepreneur. C'est moi qui veux dire merci. C'est un plaisir. Et au plaisir de revenir pour échanger sur d'autres thèmes dans le domaine. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission, ce numéro de Focus Business. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro. Portez-vous bien.